Personne ne la regardait vraiment. Elle arrivait chaque samedi matin au marché de Salaire dans un vieux Renault Kangoo couvert de boue, les mains abîmées par le travail, les cheveux noués en une très serrée qui tombait sur une veste en toile trop grande pour elle. Elle posait ses cagettes de fromage et de légumes sur un étal branlant, au bout de la rangée, là où les passants ne s'arrêtaient que par accident. Et pendant que les autres marchands criaient leur prix, plaisantaient avec les clients, elle restait debout derrière sa table, immobile, les yeux baissés, sans prononcer un mot. Les gens de la vallée l'appelaient la muette de Bressanges. Bressanges, un hameau de 6 maisons perdues dans les collines du Cantal, à 40 minutes de route de Salaire par une départementale défoncée que la neige rendait impraticable 5 mois par an. Il n'y restait plus que 3 fermes en activité. Et la plus isolée de toutes appartenait à la famille Vasseur. Son nom était Léonie. Elle avait 22 ans. Et ce que les habitants de cette vallée ignoraient à son sujet allait bientôt faire voler en éclats tout ce qu'ils croyaient savoir sur elle. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour de septembre, il faut d'abord revenir en arrière. Léonie Vasseur était née un matin de janvier dans la maternité d'Aurillac, pendant une tempête de neige qui avait paralysé tout le département. Sa mère, Claire, une institutrice originaire de Clermont-Ferrand, avait quitté la ville 10 ans plus tôt pour épouser un éleveur du Cantal. Leur fille était arrivée fragile, minuscule, presque transparente dans la lumière blanche de l'hiver. Son père, Thomas, l'avait tenue dans ses bras en disant qu'elle ressemblait à une fleur de perce-neige. Mais la fleur de perce-neige grandit dans un monde plus rude que prévu. Le père de Léonie mourut quand elle avait 4 ans. Un accident de tracteur dans un champ en pente. La machine avait versé dans un ravin par un matin de brouillard. On retrouva Thomas 3 heures plus tard, écrasé sous le capot renversé. Claire ne s'en remit jamais vraiment. Elle tint la ferme pendant 2 ans encore, seule, les mâchoires serrées, le regard vidé. Puis un soir de novembre, en rentrant d'Aurillac sous une pluie battante, sa voiture quitta la route dans un virage. Léonie avait 6 ans. Elle ne pleura pas à l'enterrement. Les voisins trouvèrent cela étrange, presque dérangeant. Mais Léonie n'avait pas cessé de ressentir. Elle avait cessé de parler. C'est Marcel Vasseur qui l'a recueillie. Marcel, le grand-père paternel. Un homme de 70 ans à l'époque, droit comme un chêne, le visage taillé dans le granit du Cantal. Il vivait seul dans la ferme familiale depuis la mort de sa femme, 15 ans plus tôt. Il avait le palan des montagnards, les mains larges, la voix rare. Les gens du village le trouvaient austère. Certains disaient qu'il avait été militaire. D'autres qu'il avait voyagé dans des pays dont personne ici ne connaissait le nom. Mais Marcel ne parlait pas de son passé. Il ne parlait pas beaucoup du tout. Quand il vint chercher Léonie à la maison de l'assistante sociale, il la regarda longuement, s'accroupit à sa hauteur, et dit simplement « Tu n'as pas besoin de parler si tu ne veux pas. Le silence, c'est aussi un langage. » Ce furent peut-être les mots les plus importants que Léonie entendit dans toute son enfance. La vie à Bressanges avec Marcel n'avait rien de spectaculaire. Les journées commençaient à 5 heures du matin et finissaient après la tombée de la nuit. Léonie apprit à traire les vaches avant de savoir lire couramment. Elle apprit à conduire le tracteur avant d'avoir l'âge d'aller au collège. Elle connaissait le nom de chaque parcelle, le tempérament de chaque bête, la direction du vent avant même de lever les yeux vers le ciel. À l'école primaire de Salaire, puis au collège d'Aurillac, Léonie était un fantôme. Elle s'asseyait toujours au dernier rang, ne levait jamais la main, rendait ses devoirs sans un mot, souvent avec des notes excellentes que les professeurs trouvaient déconcertantes venant d'une élève qui ne participait pas. Les autres enfants l'évitaient par instinct, non pas par méchanceté, mais parce que son silence les mettait mal à l'aise. On ne sait pas quoi faire d'un enfant qui ne parle pas. On ne sait pas si elle est triste, en colère ou simplement ailleurs. Alors on l'oublie. Et Léonie se laissait oublier avec une facilité qui ressemblait à de la pratique. Marcel ne la forçait jamais à parler. Il ne l'emmena jamais chez un psychologue, ce qui scandalisait les assistantes sociales qui venaient vérifier la situation une fois par an. Il répondait toujours la même chose, elle parle quand elle a quelque chose à dire. Le reste du temps, elle écoute. C'est un talent rare. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que personne dans la vallée ne savait. Chaque soir, après les travaux de la ferme, Marcel emmenait Léonie dans la grange du fond. Celle dont la porte était toujours fermée à clé. Celle où personne n'entrait jamais. À l'intérieur, la grange ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait imaginer. Le sol était recouvert de tapis de protection. Des sacs de frappe pendaient aux poutres. Un mannequin d'entraînement en bois usé se tenait dans un coin. Sur les murs,
Des planches couvertes de schémas anatomiques, de trajectoires de mouvement, de séquences de frappes numérotées. Et au fond, accrochés dans un cadre de verre, une série de médailles militaires et un diplôme jauni par le temps. Marcel Vasseur n'avait pas été un simple soldat. Il avait servi 23 ans dans la Légion étrangère. 3 fois déployé en Afrique. 2 fois en Asie du Sud-Est. Instructeur de combat rapproché pendant les 12 dernières années de sa carrière. Spécialiste de savate militaire, cette discipline de combat à main nue dans les ports de Marseille est perfectionnée par l'armée française au fil des siècles. Marcel avait formé des hommes capables de neutraliser un adversaire en 3 secondes dans l'obscurité totale. Et maintenant, il formait sa petite fille. Non pas par cruauté, non pas par obsession, mais parce qu'il savait une chose que les gens de la vallée ne comprendraient jamais. Une femme seule dans un monde dur n'a que 2 choix. Subir ou se préparer. Marcel avait choisi pour Léonie. L'entraînement commença doucement. Des exercices d'équilibre sur les poutres de la grange. Des jeux de réflexes avec des balles en mousse. Des étirements qui ressemblaient à de la danse. Marcel ne la pressait jamais. Il observait. Il corrigeait une posture d'un mot. Ajustait un angle du bout des doigts. Attendait que le geste vienne naturellement, comme on attend qu'un fruit mûrisse sur l'arbre. Léonie avait 7 ans quand elle exécuta son premier fouetté, le coup de pied circulaire caractéristique de la savate, avec une précision qui surprit même Marcel. Il ne dit rien. Mais le lendemain, elle trouva sur sa table de nuit un petit carnet neuf, identique à celui de Marcel, avec une seule ligne écrite à l'intérieur. Jour 1. C'est ainsi que se construisit le rituel. Chaque soir, après le dîner, Marcel et Léonie descendaient dans la grange. L'hiver, quand la neige bloquait les routes et que le vent hurlait contre les pierres, la grange devenait un monde à part. Un monde où une petite fille silencieuse apprenait un vocabulaire que personne d'autre ne comprenait. Les noms des coups avaient une poésie étrange. Fouetté, chassé, revers, coup de pied bas. C'était comme apprendre une langue étrangère, sauf que cette langue se parlait avec les tibias, les poings et la plante des pieds. À 10 ans, elle enchaînait les séquences complètes. Marcel chronométrait ses enchaînements avec un vieux chronomètre militaire. Il notait ses progrès dans son carnet, sans jamais les lui montrer. Léonie ignorait qu'à 10 ans, elle exécutait des séquences que certains soldats de carrière mettaient 2 ans à maîtriser. À 13 ans, elle pouvait désarmer un adversaire simulé. Marcel avait construit un mannequin articulé capable de tenir un bâton, et Léonie avait appris à le lui retirer des mains en moins de 2 secondes, quel que soit l'angle d'attaque. Ce soir-là, Marcel sortit une bouteille de cidre du Cantal et lui en versa un demi-verre. C'était sa manière de dire bravo. À 16 ans, Marcel la jugea prête à s'entraîner contre lui. Pas un entraînement de démonstration. Un vrai combat. Et la première fois qu'elle le mit au sol, Marcel, 79 ans, allongé sur les tapis, regarda le plafond de la grange et sourit. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Puis il ajouta quelque chose qu'elle n'oublia jamais. « Le combat n'est pas une violence, Léonie. C'est un langage. Le dernier langage qu'on utilise quand tous les autres ont échoué. Et toi qui ne parles pas avec des mots, tu sauras parler avec ton corps le jour où il le faudra. » Léonie ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. Marcel mourut 3 mois avant le début de cette histoire. Un matin de juin, Léonie le trouva assis dans son fauteuil, face à la fenêtre qui donnait sur les montagnes. Il avait les yeux ouverts, le visage calme, comme s'il avait simplement décidé que c'était le bon moment pour partir. Sur la table à côté de lui, il avait posé une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Ma Léonie, je t'ai appris tout ce que je savais. Pas pour que tu fasses la guerre, pour que tu ne la subisses jamais. La ferme est à toi, la grange aussi. Et ce qu'elle contient est ton héritage autant que les bêtes et les présidents. Ne laisse personne te prendre ce qui t'appartient. Et ne laisse personne te dire que le silence est une faiblesse. Le silence est le premier mouvement du combat. L'adversaire qui ne t'entend pas venir est déjà vaincu. Marcel. » Léonie plia la lettre et la glissa dans la poche intérieure de la veste de travail que Marcel portait toujours. Puis elle enfila cette veste. Elle ne l'a plus jamais quittée. L'été passa dans un brouillard de travail solitaire. Léonie tint la ferme seule. Les 46 vaches, les 2 hectares de potager, les foins, les clôtures, les réparations sans fin. Elle maigrissait. Elle ne dormait que 4 heures par nuit. Mais chaque soir, sans exception, elle descendait dans la grange du fond, fermait la porte à clé et s'entraînait pendant 2 heures.
Elle frappait les sacs jusqu'à ce que ses jointures saignent à travers les bandages. Elle exécutait des enchaînements dans l'obscurité totale, guidée par la mémoire de ses muscles. Elle se battait contre l'ombre de Marcel. Et personne ne le savait. Personne, sauf peut-être Nadia Bancadra. Nadia tenait le café-tabac de Salaire depuis 20 ans. Une femme de 55 ans, née à Marseille de parents algériens, arrivée dans le Cantal par amour pour un boulanger qui l'avait quitté 6 mois plus tard. Elle était restée. Par fierté, disait-elle. Par entêtement, disaient les autres. Nadia était la seule personne à qui Léonie adressait parfois un mot. Un bonjour murmuré. Un merci presque inaudible. Un regard qui en disait plus que la plupart des conversations. Nadia observait Léonie avec l'attention d'une mère. Elle voyait les mains abîmées, les cernes profonds, les épaules qui portaient le poids d'une ferme entière. Mais elle voyait aussi autre chose. Quelque chose que les autres ne remarquaient pas. La façon dont Léonie se déplaçait. Une économie de mouvement qui n'avait rien à voir avec la fatigue. Une manière de se tenir debout qui était plus qu'une posture de travailleuse agricole. Léonie occupait l'espace autour d'elle avec une conscience qui ressemblait à de la vigilance ou à de la préparation. Nadia n'en parla jamais. Mais elle n'oublia pas. Les problèmes commencèrent en août. Gérard Delma, le maire de Salaire, avait un projet. Un vaste complexe touristique avec résidence hôtelière, centre de bien-être et sentiers de randonnée balisés. L'endroit idéal, selon les études de faisabilité, se trouvait exactement sur les collines de Bressanges. Et la ferme Vasseur occupait le terrain le plus stratégique de tout le hameau. Delma avait 60 ans, des costumes trop neufs pour un maire de village, et une réputation de négociateur qui savait faire pression au bon moment. Il envoya d'abord un notaire avec une offre d'achat. Le prix était insultant, à peine un tiers de la valeur réelle du terrain. Léonie lut le document, le reposa sur la table, et secoua la tête. Le notaire insista, expliqua les avantages, promit une revalorisation, suggéra que tenir une ferme seule, à son âge, sans famille, n'était pas raisonnable. Léonie le regarda fixement pendant 30 secondes sans ciller. Le notaire partit. Delma envoya une deuxième offre, légèrement meilleure, accompagnée d'une lettre rappelant les obligations d'entretien des bâtiments agricoles et les inspections sanitaires à venir. Le message était clair. Léonie ne répondit pas. Alors les choses prirent un autre tournant. Un matin de fin août, Léonie trouva la clôture de son pâturage principal coupée en 3 endroits. 8 vaches avaient disparu dans la nuit. Elle les retrouva 4 heures plus tard, à 3 kilomètres de là, épuisées, déshydratées, l'une d'elles blessée à la patte dans un fossé. Léonie porta la bête sur ses épaules pendant 200 mètres pour la ramener à l'étable. Elle pesa le poids de l'animal contre le poids de la rage qu'elle sentait monter dans sa poitrine, et elle choisit de ne rien dire. La semaine suivante, quelqu'un introduisit de l'eau dans le réservoir de gazole du tracteur. Le moteur rendit l'âme dans un hoquet pathétique au milieu d'un champ de foin à couper. Léonie dut faucher à la main pendant 3 jours. Ses bras étaient couverts de bleu. Ses paumes, déjà calleuses, se couvrirent d'ampoules qui crevèrent et se reformèrent jusqu'à devenir de nouvelles couches de peau dure. Puis les pneus du Kangoo furent crevés. Les 4. En une nuit. Nadia remarqua que Léonie ne vint pas au marché ce samedi-là. Ni le suivant. Elle monta à Bressanges un lundi après-midi avec un coffre plein de provisions, du café, du pain, de la confiture, des boîtes de conserve, et trouva Léonie assise sur le seuil de la maison, les mains posées sur les genoux, le regard perdu dans les montagnes. « Qu'est-ce qui se passe, petite ?» demanda Nadia. Léonie ne répondit pas, mais elle laissa Nadia entrer dans la maison. Et quand Nadia vit les 4 pneus crevés, le tracteur en panne, et les traces de coupe dans la clôture, elle comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer. « C'est Delma, pas vrai ?» Léonie hocha la tête. « Tu veux que j'appelle les gendarmes ?» Léonie secoua la tête. Nadia la regarda longuement. Puis elle dit, avec la voix d'une femme qui en avait vu d'autres, « D'accord. Pas les gendarmes. Mais promets-moi une chose. Quand le moment viendra, ne te retiens pas. » Ce furent des mots étranges. Mais Léonie les garda. Léonie ne porta pas plainte. Elle ne parla à personne. Mais quelque chose changea dans sa manière de se déplacer sur la ferme. Elle commença à verrouiller la grange principale. Elle installa des fils tendus entre les bâtiments, pas des fils électriques, juste des fils de fer fin, invisibles dans la pénombre, qui produisaient un tintement léger quand on les touchait. Un système d'alerte rudimentaire. Marcel lui avait appris cela aussi. Le fils du maire, Hugo Delma, avait 25 ans et le genre de confiance que donne l'argent des autres.
Il tenait une salle de sport à Aurillac où il enseignait la boxe anglaise et le MMA à des adolescents qui rêvaient de devenir combattants professionnels. Il avait un palmarès amateur correct, 7 victoires, 2 défaites, et une conviction absolue qu'il était le mâle dominant de toute la vallée. C'est Hugo qui menait les moqueries au marché de salaire. Chaque samedi, il passait devant l'étal de Léonie avec 2 ou 3 de ses élèves, et les commentaires fusaient. « Regarde la muette, elle parle même pas à ses vaches, je suis sûr. » Et, Léonie, tu vends du silence au kilo aujourd'hui. C'est triste quand même, toute seule là-haut avec les bêtes. Même le vent veut pas lui tenir compagnie. Léonie ne levait pas les yeux, ne serrait pas les poings, ne montrait rien. Et c'est précisément cette absence de réaction qui rendait Hugo furieux. Parce que Hugo Delma avait besoin qu'on le voie, qu'on le craigne, qu'on réagisse à sa présence. Et cette fille, cette petite fermière silencieuse, le traitait comme s'il n'existait pas. La nuit du 14 septembre changea tout. Léonie se réveilla à 2 heures du matin. Pas à cause d'un bruit, à cause d'une absence de bruit. Les chiens de la ferme voisine, qui aboyaient chaque nuit au passage des renards, étaient silencieux. Et le fil tendu entre la grange et l'étable venait de tinter. Quelqu'un était dans la cour. Léonie resta immobile dans son lit pendant exactement 5 secondes. Marcel lui avait appris cela, ne jamais réagir dans la précipitation. 5 secondes pour écouter, pour localiser, pour choisir. Elle entendit un murmure, puis un bruit de métal, un bouchon qu'on dévisse. Et cette odeur qui se faufilait sous la porte de la maison comme un serpent invisible. De l'essence. Le cœur de Léonie battait fort, mais ses mains ne tremblaient pas. Elle se leva sans allumer. Elle enfila ses bottes, la veste de Marcel, et sortit par la porte arrière de la maison. Elle longea le mur de pierre en se fondant dans l'ombre, chaque pas posé avec la précision d'un métronome. La lune était haute. La cour baignait dans une lumière grise qui dessinait des ombres longues entre les bâtiments. L'air sentait le gel et l'herbe mouillée. Et par-dessus tout, cette odeur âcre, chimique, qui n'avait rien à faire dans une ferme du Cantal. 3 silhouettes. Elles se tenaient près de l'étable, et l'une d'elles portait un bidon. L'odeur d'essence flottait dans l'air froid de la nuit. Un autre homme tenait un briquet, la flamme orangée tremblotait dans sa main comme un signal de détresse inversée. Le troisième faisait le guet, adossé au mur, mais son attention était tournée vers la route, pas vers la maison. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un sorte par l'arrière. Il ne s'attendait à rien du tout. Léonie sentit quelque chose monter en elle. Pas de la peur. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une clarté absolue. Marcel appelait cela l'œil du calme. Cet état où le monde ralentit, où chaque détail devient net, où le corps sait exactement quoi faire avant que l'esprit n'ait fini de réfléchir. Elle s'avança. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur la terre battue. Le premier homme la vit à 3 mètres. Il sursauta, laissa tomber le bidon, et leva les mains comme pour la repousser. Léonie pivota sur sa jambe d'appui et lui envoya un chassé bas à l'intérieur du genou. L'homme s'effondra avec un cri étranglé. Le deuxième se retourna, les poings levés. Il était plus grand, plus lourd. Il chargea. Léonie esquiva en glissant sur le côté, attrapa son bras tendu, et utilisa son propre élan pour le projeter contre le mur de l'étable. Le choc résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre sourd. Le troisième homme recula. Il chercha quelque chose dans sa poche, peut-être un téléphone, peut-être autre chose. Léonie ne lui laissa pas le temps de trouver. 2 pas. Un direct du poing gauche au plexus solaire. L'homme se plia en deux, le souffle coupé. Tout avait duré moins de 15 secondes. 3 hommes au sol. Gémissant. Incapables de se relever. Léonie se tenait au milieu de la cour, le souffle à peine accéléré, les mains le long du corps. La lune éclairait son visage et il n'exprimait rien. Pas de colère, pas de triomphe, pas de peur. Juste du silence. Elle ramassa le bidon d'essence, le vida dans l'abreuvoir, et retourna dans la maison sans un mot. Les 3 hommes se relevèrent péniblement 20 minutes plus tard et disparurent dans la nuit. Le lendemain, personne ne parla de ce qui s'était passé. Parce que les 3 hommes, des employés de Delma, envoyés pour faire peur à la gamine, avaient trop honte pour admettre ce qui leur était arrivé. L'un d'eux raconta qu'il était tombé dans un escalier. Un autre prétexta un accident de moto. Le troisième ne dit rien du tout. Mais les rumeurs commencèrent à circuler. Au café de Nadia, les conversations devenaient étranges. Il paraît que 3 gars sont allés à la ferme Vasseur et qu'ils en sont revenus en boitant. N'importe quoi. C'est une gamine de 50 kilos.
Qu'est-ce qu'elle va leur faire? Je te dis ce que j'ai entendu. Le grand Patrick marchait de travers pendant une semaine. Nadia écoutait sans rien dire. Mais ce soir-là, en fermant le café, elle sourit. Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Plus de clôtures coupées. Plus de sabotage. La ferme Vasseur semblait soudain protégée par une barrière invisible. Mais Hugo Delma, lui, n'avait pas lâché l'affaire. Son père voulait ce terrain. Et Hugo voulait quelque chose de plus personnel. Il voulait humilier cette fille qui l'ignorait. Il voulait prouver qu'elle n'était rien. L'occasion se présenta début octobre. Chaque année, pour la fête de la Saint-Géraud, Salaire organisait une journée de démonstration sportive sur la place du village. Des stands de tir à l'arc, des courses de sac, des bras de fer. Et depuis 3 ans, Hugo Delma avait obtenu du conseil municipal l'autorisation d'organiser des exhibitions de combat, des sparring contrôlés avec protection, ouverts à tous les volontaires. C'était son moment de gloire. Chaque année, Hugo montait sur l'estrade improvisée, battait 2 ou 3 volontaires locaux avec une facilité ostensible et récoltait les applaudissements d'un public acquis à sa cause. Cette année, Hugo avait une idée. Il fit imprimer des affiches. Défi ouvert 500 € à quiconque tient 3 rounds contre Hugo Delma. Les affiches furent placardées partout dans Salaire. Au marché, au café de Nadia, à la boulangerie, à la poste. Et sur l'une d'elles, quelqu'un avait ajouté au feutre noir. Même la muette de Bressange est invitée. Nadia arracha l'affiche et la jeta à la poubelle. Mais Léonie l'avait vue. Le matin de la fête, Léonie ne vint pas au marché. Elle resta à la ferme, fit ses travaux habituels, s'occupa des bêtes, vérifia les clôtures. Puis, en fin d'après-midi, elle descendit dans la grange du fond. Elle ouvrit le coffre métallique que Marcel gardait sous les tapis d'entraînement. À l'intérieur se trouvaient les affaires que Marcel avait conservées de sa carrière militaire. Ses gants de savate, en cuir souple, usés mais intacts. Ses chaussures de boxe, des chaussures montantes en cuir noir, spécialement conçues pour les chasser et les fouetter. Et son carnet d'entraînement, rempli de séquences tactiques annotées d'une écriture minuscule. Léonie enfila les gants. Il lui allait comme s'ils avaient été faits pour elle. Elle ferma les yeux et respira profondément. Puis elle rouvrit les yeux. Et pour la première fois depuis la mort de Marcel, elle sourit. La place de Salaire était bondée quand Léonie arriva. La fête battait son plein. Des stands de nourriture embaumaient l'air de senteurs de truffades et de saucisses d'Auvergne. Des enfants couraient entre les jambes des adultes. Un accordéon jouait quelque part. Les maisons médiévales de pierre volcanique encadraient la place comme les murs d'un théâtre, et ce soir-là, sans le savoir, c'est exactement ce qu'elles étaient. Nadia aperçut Léonie la première. Elle traversait la place avec son pas silencieux, ses bottes de travail et la veste de Marcel sur les épaules. Nadia posa son torchon et s'avança vers elle. « Tu es sûre » murmura-t-elle. Léonie hocha la tête. Une seule fois. Nadia la regarda dans les yeux pendant 3 secondes. Puis elle serra ses mains entre les siennes et dit « Alors montre-leur ». Au centre de la place, l'estrade de combat avait été montée. Des cordes faisaient office de ring. Hugo Delma, torse nu sous un gilet de protection, paradait devant un public enthousiaste. Il venait de battre son deuxième adversaire, un jeune agriculteur de 20 ans qui avait tenu un round et demi avant d'abandonner. Le premier challenger, un gendarme en permission, n'avait même pas fini le premier round. Hugo souleva les bras. La foule applaudit. « Qui d'autre » cria-t-il dans le micro. « 500 €. Il suffit de tenir 3 rounds. Personne dans toute la vallée? Personne qui ose ?» Il laissa le silence s'installer, savourant chaque seconde. C'est à ce moment-là que Léonie traversa la foule. Les gens s'écartèrent sur son passage. Pas par respect, par surprise. La muette de Bressange, ici, à la fête, elle qui ne venait jamais aux événements du village, des têtes se tournèrent. Des coudes se donnèrent. Des téléphones se levèrent. Léonie monta les 3 marches de l'estrade. Elle portait la veste de Marcel sur un débardeur noir. Les gants de savate pendant à sa ceinture. Les chaussures montantes aux pieds. Et quelque chose dans son regard que personne n'avait jamais vu, une intention. Hugo la regarda et éclata de rire. La muette? Sérieusement? Des rires dans la foule. Des murmures. Quelques sifflets. Quelqu'un cria « Laisse-la tranquille, Hugo ». Mais la majorité riait. Léonie ne répondit pas. Elle enleva la veste de Marcel, la plia soigneusement et la posa dans un coin de l'estrade. Puis elle enfila les gants et se plaça au centre du ring. Elle leva les mains en garde,
Une garde haute, serrée, les coudes près du corps, les poings à hauteur des tempes. Une garde de savate classique que plus personne dans cette vallée ne pratiquait depuis des décennies. L'arbitre, le pharmacien du village, complètement dépassé, regarda Hugo, regarda Léonie et haussa les épaules. 3 rounds de 2 minutes. Touche autorisée au-dessus de la ceinture. Pas de coup au sol. On y va. Hugo s'avança avec un sourire carnassier. Je vais être gentil, dit-il à voix haute pour que le public entende. Je vais lui laisser le premier coup. Il écarta les bras. Léonie ne bougea pas. 10 secondes passèrent. Hugo s'impatienta. Il fit un pas en avant et lança un jab, un direct rapide du gauche, le coup le plus basique de la boxe. Ce qui se passa ensuite, personne dans la foule ne l'oublia jamais. Léonie glissa sous le coup avec une fluidité qui ne ressemblait à rien de ce que ces gens avaient vu. Son corps entier pivota comme une porte sur ses gonds, et son pied droit monta en un arc parfait. Un fouetté figure, le coup signature de la savate française qui frôla la tempe de Hugo avec une précision chirurgicale. Elle ne le toucha pas vraiment, juste assez pour qu'il sente le vent du pied passer. Hugo recula d'un bond, les yeux écarquillés. La foule retint son souffle. Et pour la première fois, le sourire de Hugo disparut. Le premier round fut une leçon. Pas une leçon de violence. Une leçon de géométrie. Léonie se déplaçait autour de Hugo comme une planète autour d'un soleil, toujours à la distance exacte qu'elle choisissait, jamais là où il la cherchait. Chaque attaque de Hugo fondait l'air. Chaque contre de Léonie trouvait sa cible, une touche au flanc, un chassé au mollet, un direct au sternum qui coupait le souffle. Hugo commença à transpirer. Pas d'effort, de frustration. Entre les rounds, Nadia s'approcha de l'estrade et tendit une bouteille d'eau à Léonie. Leurs regards se croisèrent. Nadia hocha la tête. Léonie but une gorgée et reposa la bouteille. Le deuxième round, c'est là que la foule comprit. Hugo chargea avec toute sa puissance de boxeur. Un enchaînement de crochets et d'uppercuts qui aurait mis KO n'importe quel amateur. Léonie absorba le premier coup sur sa garde haute, pivota à l'intérieur de la distance et exécuta un revers tournant, une technique de savate militaire que seuls les instructeurs les plus avancés maîtrisaient. Son pied frappa Hugo à l'épaule avec une force contrôlée qui le fit tourner sur lui-même. Hugo tituba. La foule ne riait plus. Quelqu'un murmura. « Mais d'où elle sort, cette petite ?» Hugo se redressa, le visage rouge, les yeux pleins d'une rage qui n'avait plus rien de sportif. Il abandonna toute technique et fonça sur Léonie comme un taureau. Léonie recula d'un pas. Un seul. Puis elle planta son pied d'appui, abaissa son centre de gravité et envoya un chassé frontal au plexus solaire de Hugo. Le coup l'arrêta net. Hugo tomba à genoux, le souffle coupé, incapable de se relever. L'arbitre compta jusqu'à 8. Hugo ne se releva pas à temps. Le silence sur la place de Salaire dura exactement 4 secondes. Puis Nadia commença à applaudir. Et comme une vague, lentement d'abord, puis de plus en plus fort, la foule entière se mit à applaudir. Léonie se tenait au centre de l'estrade, immobile, le visage aussi impassible qu'au premier jour. Elle ne leva pas les bras, ne sourit pas, ne cria pas, mais quelque chose se brisa en elle à cet instant. Quelque chose qui avait besoin de se briser. Elle prit le micro des mains du pharmacien. La foule se tut. Et pour la première fois que quiconque dans cette vallée pouvait se souvenir. Léonie Vasseur parla. Sa voix était basse, un peu rauque, comme un instrument qu'on n'a pas joué depuis longtemps et qui retrouve ses notes. Mon grand-père s'appelait Marcel Vasseur. Il a servi 23 ans dans la Légion étrangère. Il a formé des centaines de soldats au combat rapproché. Et quand il est revenu dans cette vallée, personne ne lui a jamais demandé ce qu'il avait vécu. Personne ne lui a jamais dit merci. Elle marqua une pause. Quand mes parents sont morts, Marcel m'a recueilli. Il m'a appris à travailler la terre, à soigner les bêtes, à vivre avec le silence. Et chaque soir, dans la grange du fond, il m'a appris à me battre. Pas pour faire du mal, pour ne jamais en subir. Sa voix ne tremblait pas. Vous m'appelez la muette. Ça ne me dérange pas. Le silence m'a protégé pendant 16 ans. Mais aujourd'hui, je parle. Parce que quelqu'un dans cette vallée essaie de me prendre ma ferme, de m'intimider, de m'envoyer des hommes la nuit pour me faire peur. Elle regarda directement Gérard Delma, debout au premier rang, le teint gris. « Monsieur le maire, ma ferme n'est pas à vendre. Ma terre n'est pas à vendre. Et moi, je ne suis pas à vendre. » Le silence était total. Puis un vieil homme au fond de la foule, Paul Morel, 87 ans,
ancien camarade de régiment de Marcel, leva sa canne en l'air et cria d'une voix qui tremblait d'émotion. « Marcel serait fier de toi, petite. » La foule explosa. Des applaudissements, des cris, des sifflets, des gens qui se levaient de leurs chaises, des enfants qui grimpaient sur les épaules de leurs parents pour voir la jeune femme sur l'estrade. Nadia pleurait derrière le comptoir de son stand de café. Elle ne s'en cachait pas. Léonie resta debout encore quelques secondes. Puis elle descendit de l'estrade, récupéra la veste de Marcel et traversa la foule dans l'autre sens. Les gens lui ouvraient le passage. Mais cette fois, ce n'était plus par surprise. C'était par respect. Plusieurs personnes lui touchèrent l'épaule au passage. Un vieil agriculteur qu'elle connaissait de vue murmura. « Ton grand-père était un homme bien. » Une femme lui serra la main sans rien dire. Un gamin d'une dizaine d'années la regarda avec des yeux ronds comme des soucoupes et dit à sa mère, « Maman, c'est elle que je veux être quand je serai grande. » Léonie les entendit tous. Elle ne répondit à personne. Mais quand elle atteignit le parking et qu'elle s'assit dans le Kangoo, seule, elle posa le front sur le volant et resta ainsi pendant 10 minutes. Elle ne pleurait pas. Elle respirait. Pour la première fois depuis la mort de Marcel, elle respirait sans porter le poids du monde sur ses épaules. Les jours qui suivirent la fête furent un tremblement de terre silencieux. Le discours de Léonie sur l'estrade avait fait le tour de la vallée en quelques heures. Les gens parlaient. Les langues se déliaient. D'autres agriculteurs de Bressanges vinrent témoigner des pressions qu'ils avaient subies de la part de Delma pour vendre leur terrain. Des histoires d'intimidation, de sabotage, de menaces voilées par notaires interposés. Un journaliste de la montagne, le quotidien régional, vint interviewer Léonie. Elle ne donna pas d'interview, mais elle laissa entrer le journaliste dans la grange du fond. L'article parut 4 jours plus tard en première page de l'édition du Cantal. Le titre disait « La petite fille du légionnaire, comment une ferme du Cantal résiste à la spéculation ». L'article racontait l'histoire de Marcel. Son parcours militaire, vérifié par les archives de la Légion. Ses médailles, sa retraite dans le Cantal, et sa décision de transmettre son savoir à sa petite fille orpheline. Les photos montraient la grange, les sacs de frappe, les médailles, le carnet d'entraînement. Et Léonie, debout au milieu de cet héritage, les bras croisés, le regard droit. La réaction fut immédiate. D'abord locale. Le conseil municipal de Salers demanda des comptes à Gérard Delma sur les méthodes employées pour acquérir les terrains de Bressanges. Plusieurs conseillers prirent leur distance. Le projet touristique fut suspendu. Puis régional. La Fédération française de savate contacta Léonie pour lui proposer une licence compétitive. Elle refusa. Puis national. Un reportage de France 3 Auvergne fut diffusé au journal de 13 heures. 1,5 million de téléspectateurs découvrirent le visage de Léonie Vasseur. Hugo Delma, humilié publiquement, ferma sa salle de sport 3 semaines plus tard. Il quitta la région sans dire au revoir à personne. Son père, Gérard, fut contraint de démissionner de la mairie après que 3 plaintes pour intimidation furent déposées contre lui par des habitants de Bressanges. Mais ce n'est pas la chute des Delma qui constitue la fin de cette histoire. C'est ce qui se passa après. 1 mois après la fête, Léonie reçut une visite. Paul Morel, le vieil homme à la canne qui avait crié le nom de Marcel dans la foule. Il monta jusqu'à Bressanges dans une voiture conduite par son petit-fils et resta debout dans la cour de la ferme, essoufflé mais droit. Léonie lui proposa un café. Il accepta. C'était la première fois qu'elle invitait quelqu'un dans la maison depuis la mort de Marcel. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Paul Morel regarda autour de lui les murs de pierre, le poêle à bois, les étagères chargées de conserves, et hocha la tête comme s'il reconnaissait chaque objet. « Ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je suis venu ici, » dit-il. C'était en 97. Marcel et moi, on a bu une bouteille de gnôle et on a parlé de Djibouti jusqu'à 3 heures du matin. Ta grand-mère nous a mis dehors à coups de torchon. Il sourit. Puis il devint sérieux. Marcel m'avait écrit une lettre avant de mourir, dit-il. Il me demandait de venir si un jour tu avais besoin d'aide. Mais en regardant ce que tu as fait, je crois que c'est toi qui peux aider les autres. Il lui tendit un dossier. À l'intérieur, une proposition de l'Association des anciens combattants du Cantal, transformer la grange de Marcel en centre de formation de savate pour les jeunes de la région. Cours gratuits pour les enfants des familles agricoles. Un programme de confiance en soi et de discipline corporelle destiné aux enfants isolés des zones rurales. Encadrement bénévole par d'anciens militaires de la région.
financé par une fondation qui portait le nom d'un vieux légionnaire que tout le monde avait oublié. La fondation Marcel Vasseur. Léonie lut le document. Elle ne pleura pas, mais elle serra la main de Paul Morel si longtemps que le vieil homme finit par dire, avec un sourire tremblant, « Du calme, petite. Tu vas me la broyer. » 2 mois plus tard, la grange du fond ouvrit ses portes. Le premier cours rassembla 7 enfants. Des fils et des filles d'agriculteurs de la vallée, timides, gauches, intimidés par les sacs de frappe et les tapis au sol. Léonie les regarda. Tous. Puis elle s'accroupit à la hauteur du plus petit, un garçon de 8 ans aux yeux immenses qui tremblait d'appréhension. Et elle dit, d'une voix basse et douce, « Tu n'as pas besoin de parler si tu ne veux pas. Le silence, c'est aussi un langage. » Le garçon la regarda et sourit. Aujourd'hui, le centre de savate de Bressange accueille 42 élèves. Les cours ont lieu 3 soirs par semaine, dans la grange où Marcel Vasseur a formé sa petite fille pendant 16 ans. Les murs sont toujours couverts de ses schémas. Ses médailles brillent toujours dans leur cadre de verre. Et son carnet d'entraînement est posé sur une étagère, ouvert à la première page, où une écriture minuscule dit « Le combat commence quand on refuse de se soumettre. Il se termine quand on n'a plus besoin de se battre. » Léonie ne parle toujours pas beaucoup. Mais chaque soir, dans cette grange qui sent le cuir ancien et l'effort, entourée d'enfants qui apprennent que leur corps est un langage autant que leur voix, elle n'a plus besoin de mots pour dire qui elle est. Les gens de la vallée ne l'appellent plus la muette. Ils l'appellent Léonie. Et c'est tout ce qu'elle a toujours voulu entendre.